Christine, bonsoir. On va vous faire une hyperview. Vous allez voir, c'est... Non, mais c'est rien du tout, en fait. Je ne sais pas si je suis la bonne invitée, parce qu'on rit beaucoup sur vous êtes ce sûrement plateau, la bonne invitée parce que... et je ne suis pas tellement gaie. On a lu cette semaine... Nous, on va vous faire rire. Voilà. Ah, bah ça sera Vous arrivez avec le sourire. Déjà. Oui, bah, on a lu cette semaine l'article du Parisien, on vous a entendu sur RTL, on vous a entendu sur Europe, et donc on a eu envie de vous avoir et de vous poser toutes les questions qui se posent à votre sujet. Voilà. Alors, tout à l'heure, en vous présentant, moi j'ai dit Christine de Vier-Joncourt. Mon camarade Ruquier, qui n'en rate pas une, a dit la putain de la République. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est le titre du... Attendez, non, mais c'est le titre de mon livre. C'est le titre du livre, enfin c'est un surnom qui vous a été donné, c'est pas vous qui vous l'êtes donné. Oui, j'entends beaucoup de gens dire que je me suis baptisée comme ça. En fait, non, je crois que si on lit la 4e de couverture, on comprend vite que je ne me suis pas baptisée comme ça. J'écris ce livre pour montrer que je ne suis pas la putain de la République. On m'a baptisée comme ça et je l'ai appris en sortant de Fleury. On pourrait aussi vous appeler parce que... Mais pourquoi vous avez accepté que le livre porte ce titre aussi? Mais parce que je crois que j'ai tous les courages et que je crois que je voulais justement montrer que c'était tellement trop comme ça qu'à travers ce que j'ai écrit, je voulais prouver que j'étais pas cette femme. Voilà. Alors, Roland Dumas vous appelait ma petite Matahari, on pourrait aussi vous appeler la Matahari du Périgord. Oui, ça a été dit aussi. Ouais, mais c'est plus sympa la Matahari du Périgord. Je préfère. Moi, j'avoue que ça m'a fait drôle parce qu'au départ, Thierry Ardisson m'a dit « Tiens, il faut absolument que tu lises le bouquin de Dumas. » Et j'ai cru que c'était Les Trois Mousquetaires. Et en fait, c'était Le Comte de Monte Christine. Bravo. Ça, tu l'as fait rire, ça y est. Ça y est, elle rit. J'ai bien fait de Ça vous va bien de rire. Alors, votre histoire, ça pourrait aussi s'appeler Trois hommes et une femme, parce que quand on regarde un peu votre vie, finalement, comme quand on lit ce bouquin, donc La putain de la République chez Kalman Levy, on pourrait effectivement appeler ça Trois hommes et une femme. C'est vrai que vous n'avez pas, on peut dire sans être, vous n'avez pas eu de chance avec les mecs, quoi. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Vous avez comment? Bon, vous êtes fille unique de deux instituteurs. À 10 ans, je raconte votre vie comme ça, vous m'arrêtez, mais oui, je veux pas être long. Donc, à 17 ans, vous préparez le baccalauréat au lycée La Boétie à Sarlat. Et puis, dans la même ville, il y a un garçon qui s'appelle Jean-Jacques de Peretti, qui depuis a fait une très belle carrière et qui était ministre de Monsieur Juppé. Et lui, ses parents sont au Maroc, ils l'ont envoyé à Sarlat. Il est très ambitieux. Il vous dit un jour, je serai maire de Sarlat. Oui, ce qui est arrivé. Il adorait ma ville. Il adorait la ville. Il y a de quoi, elle est très belle. Voilà. Il montait Cyrano, etc. Et là, drame. Alors maintenant, je sais que ça, pour les jeunes d'aujourd'hui, ça paraît absolument incroyable. Mais enfin, on a le même âge, donc nous, on a connu cette époque. Oui. C'est vrai que quand une fille se retrouvait enceinte... à cette époque, c'était très difficile. Voilà. Et donc, vous êtes retrouvée enceinte. Oui, mais je ne le regrette pas aujourd'hui. J'ai un fils merveilleux. Frédéric, qui est très beau, absolument. Et donc, voilà, vous êtes mariés. Vous vous êtes mariés, alors que peut-être qu'aujourd'hui, les mœurs ayant évolué, vous seriez fait avorter. Et donc... Oui, tant mieux, finalement. Donc... Je suis ravie d'avoir eu cet enfant. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, il était hors de question de... C'était très difficile. Oui, c'était la galère. À l'époque, c'était les aiguilles à tricoter sur les tables de cuisine, absolument. On nous faisait... Oui. C'est au moins une loi que Simone Veil, dont on parlait tout à l'heure, aura justement fait passer. Voilà. Formidable. Alors, donc, vous vous mariez avec Jean-Jacques de Peretti, parce que vous êtes enceinte, vous avez Frédéric, et là, l'engrenage commence, parce que votre vie, c'est un engrenage. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ma vie, c'est que, en fait, la politique, on n'en faisait pas chez moi. Mes parents étaient enseignants, on n'a jamais fait de politique. Et que finalement, si on regarde ce parcours, qui est absolument étrange, c'est vrai que la politique me poursuit tout le temps, les hommes politiques. Alors que je ne les ai pas cherchés, ça c'est drôle, c'est le destin. Ouais. C'est le destin, c'est comme lui les rois, hein. Il n'y peut rien, hein. Il l'appelle tous. Il y a une chose qui me frappe, c'est que vous avez un point commun avec Camilla Parker Bowles. C'est que mon Dieu. Mon Dieu. Vous faites l'unanimité contre vous dans un pays, alors que finalement la pauvre elle n'y peut rien. Elle est aimée par un homme qui est connu. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne fais pas l'unanimité contre moi. C'est parce qu'on ne la connaît pas. Je vais vous dire, depuis que j'ai écrit ce livre, je suis très étonnée. Mais je reçois des lettres de lecteurs, et je veux le dire ce soir, je vais en profiter, les remercier, qui sont extraordinaires et qui me donnent une force, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut la connaître, Christine. Moi, je crois que c'est... Alors, je continue. Donc, je continue, on aura le temps après de parler plus à fond des problèmes, mais je raconte votre vie, parce que quand on ne connaît pas votre vie... C'est son côté Mireille Dumas, un peu. Voilà, exactement. Donc, vous montez à Paris, lui il fait Sciences Po, il travaille un peu dans une agence de mannequins pour faire du booking. Vous faites des défilés. Il y en avait plein qui faisaient ça, il fallait bouffer. Vous faites des défilés de lingerie au salon du prêt-à-porter, etc., des photos. Et puis finalement, vous passez vos nuits chez Castel, vous fumez des pétards, enfin à l'époque on non, je fumais pas les pétards, moi, j'ai jamais essayé. Non, moi non plus, c'est vrai. Mais j'aurais peut-être dû. Ouais, oui. Donc... Ou là, depuis quelques mois, peut-être que j'aurais dû, ça m'aurait aidé.
Donc votre enfant est envoyé dans le Périgord parce que le couple explose, quoi. C'est-à-dire que Jean-Jacques de Peretti, il est absorbé par son boulot. Oui. Vous êtes absorbé par... Les cris d'un enfant quand on fait des études, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Et donc, lui, à ce moment-là, il est pris par le démon de la politique. Il devient chargé de mission auprès de Mesmer, à Matignon, Oui. qui à l'époque était, Il était très jeune. Premier ministre. Hein. Après, donc, votre fils Frédéric avait des problèmes de santé, donc vous ne pouvez pas travailler. Vous vous retrouvez, comme beaucoup de femmes, effectivement, ça parle aux gens, votre histoire, parce que vous vous retrouvez avec un môme sur les bras, vous ne pouvez pas travailler parce qu'il faut s'occuper de lui. Oui. Là, vous rencontrez un dénommé Claude Joncourt, et vous vous raccrochez un peu à lui, on peut le dire. Vous lui demandez de vous épouser. Je lui demande pas de m'épouser, mais c'est vrai qu'il est touché un petit peu par ma situation, et puis que probablement je lui plais bien. Ouais, bah ouais. Et puis moi, j'ai vu le moyen d'être épaulée et de pouvoir garder mon fils auprès de moi, qui était toujours chez ma mère à Bien l'époque, sûr. donc de reprendre mon fils. Donc vous mariez avec lui. Alors c'est un peu compliqué, parce que lui, c'est pas son fils, donc le week-end, il le met devant la porte en disant il faut que Jean-Jacques de Peretti vienne le Peretti à chercher. l'époque était très occupé puisqu'il commençait à faire ses premiers pas en politique, donc c'est vrai, ça prend du temps. Alors, Claude Joncourt, donc votre second mari, il vous présente un jour Alfred Sirven. Donc c'est lui qui, si je dis pas qu'il a fait l'entremetteur, mais enfin il était assez content, assez d'accord pour que vous rencontriez Sirven et que vous travailliez avec lui. Alors il faut dire qui est Sirven, Alfred Sirven, dites-nous, parce que c'est le seul dans votre bouquin que j'ai lu 2 fois, qui finalement s'en sort un peu. C'est très marrant parce que c'est lui qui vous a embragué dans toute l'affaire. C'est drôle parce que j'ai eu des lecteurs qui m'ont écrit beaucoup en me disant mais pourquoi vous ne connaissez pas davantage sur Sirven. C'est vrai que j'ai pas pensé moi à cogner sur Sirven parce que pour moi c'est pas un mauvais bougre. Ouais. Je veux dire, il s'occupait de sa femme, il s'occupait de ses filles. Pour moi, c'était déjà un bon point. Il faut dire qui c'est quand même, Sirven. Ouais. Sirven, c'est un type qui a dit un jour à Christine de Vigencourt, il a dit, moi, la seule chose que je sache faire, c'est porter des valises. Voilà, c'est distribuer des commissions. Que je sache bien faire. Il faisait d'autres choses. Bien il sûr. savait bien faire ça. C'est un type, il fait partie de ce qu'on appelle les affairistes. Hein, il y en a beaucoup dans notre République. Il a toujours existé, bien sûr, même du temps de la monarchie. Elles étaient mieux fermées, les valises, elles étaient mieux faites. Mais... il bossait pour Elf, donc... numéro 2 chez Elf. Numéro 2 chez Elf. Voilà, vous l'avez rencontré avec votre Fiat 500 en vous arrêtant dans une station essence. C'est son mari qui lui a présenté. Non, c'est Claude Joncourt qui me l'a présenté. Donc Sirven voit tout de suite l'affaire, puisque vous rencontrez à ce moment-là, on est en 1987, vous rencontrez Roland Dumas. Vous aidez Roland Dumas à gagner c'est aux élections à Sarlat contre Jean-Jacques de Peretti. Oui, je suis de toute façon déjà au départ, par ma naissance et mes origines, je suis plutôt socialiste. Vous savez, c'est le pays de Jacques le Croquant là-bas. Ouais. Donc j'avais, la femme un peu, surtout la mère, abandonnée. Et c'est vrai que quand Roland Dumas est venu se présenter en Dordogne, c'est vrai que ma mère, mon père l'ont aidé dans ces campagnes, s'implanter dans la circonscription. Et c'est vrai que j'ai vu un moyen, ça c'est un petit truc de... Oui, pas de me venger, mais un petit peu quelque part, oui. Ouais. Je me suis dit, si Roland Dumas gagne contre Peretti, c'est un peu ma revanche. Voilà, alors vous avez aidé Dumas, il a gagné d'ailleurs. Oui. Et Sirven, voyant ça, se dit la bonne affaire, il se frotte les mains et il se dit je vais envoyer Christine de Joncourt au contact de Dumas. Et alors là, effectivement, c'est le pactole, quoi. Et on peut se dire, quand on lit ça, qui aurait refusé? Vous appelez ça... C'est le pactole, oui, parce que... Vous appelez ça la distribution des caramels? Non, la distribution des caramels va à tout le monde. Oui. C'est pas... il n'y a pas que vous. Pas que moi. Même moi, j'ai touché de chez elle. On va y venir. Vous voyez 6 verres à moutarde, une bande dessinée de Lucky Luke et... On a les noms. Et donc, Sirven, on peut dire, vous accroche au pognon, quoi, parce que c'est un peu comme une drogue. Quand on n'en a pas beaucoup eu et puis que d'un coup, on se retrouve avec beaucoup d'argent... C'est vrai qu'avec Sirven, on perdait un peu les pédales, un peu les notions parce que je me souviens au début, moi j'avais jamais eu beaucoup d'argent, je vivais avec Claude Joncourt, j'avais comme toute femme qui vit à la maison, j'étais une femme au foyer, et j'avais une somme à gérer pour mener la maison. D'un seul coup, vous tombez dans le circuit d'Alfred Sirven et je me souviens quand il me parlait de sommes, des affaires qui brassaient à droite à gauche, je me souviens. Je prenais un papier, je rajoutais les 2 zéros et je refaisais 3 pour comprendre parce que je m'y perdais complètement. Vous avez fait un ancien franc encore. Ah oui, je ne savais plus où il était. En euros, vous allez avoir du mal. En euros, attends, on vient à peine de comprendre les J'ai pas pris ma calculette. Donc on peut dire, à ce moment-là, vous êtes engagé chez Elf, alors vous aviez 11 000 francs de salaire payés en France officiellement, 40 000 qui étaient payés par Elf Aquitaine International à Genève, et on peut dire un peu, vous le dites dans votre bouquin, vous avez un peu vendu votre âme au diable à ce moment-là, quoi. Oui, mais je ne le savais pas que je vendais mon âme au diable.
C'est aujourd'hui qu'on me dit que je l'ai fait. Mais je faisais un travail. Je veux dire, je faisais mon travail et j'avais l'impression de bien le faire. Je veux dire, aujourd'hui, on a noirci même ce travail que je faisais. On le noircit, on dit, mais elle a manipulé un ministre. Mais attendez, quand j'essayais de, c'est pas manipuler, mais quand j'essayais de convaincre le ministre de signer des contrats importants pour Elf Aquitaine, ou pas d'aider à signer des contrats importants en faisant descendre le président de la République à tel endroit ou en négociant d'une façon ou d'une autre, c'était bon pour la France. Je veux dire, en période de chômage, il me le disait chez Elf, il me dit, il faut y aller, c'est des contrats. Je veux dire, mes avocats me disaient, vous auriez dû être décoré plutôt d'être mise à Fleury-Mérogis, mais je crois que c'est vrai. Je veux dire, pourquoi on noircit mon travail aujourd'hui pour enfoncer Roland Dumas? Ce qu'il faut dire aussi, Christine, effectivement, c'est que Elf, ça n'a pas été créé par Roland Dumas ni par personne, c'était créé par De Gaulle en 58. Attendez, l'affaire Elf Aquitaine, quand on dit aujourd'hui dans les journaux, l'affaire Elf Aquitaine, Christine de Viégeancourt. Attendez, mais moi j'en peux plus là. Attendez, l'affaire Elf Aquitaine a démarré en 1958 à l'arrivée du général de Gaulle. Elf a été créée par l'État, pour l'État. En fait, c'est une annexe du pouvoir politique. Oui, ça sert de caisse noire à l'État depuis 1958. Depuis toujours, l'affaire Elf, il faut commencer à 1958, mais il faut pas la faire démarrer à Christine de Viégeancourt. Enfin, attendez, on continue. C'est pas on raisonnable. continue l'histoire, mais c'est bien de le préciser. Donc là, effectivement, vous avez un train de ville, appartement rue de Lille, Placido Domingo qui vient chanter, Pavarotti qui vient chanter. C'était bien. Non, pas Pavarotti, ce sont des erreurs. Que Domingo. Domingo. Oui, mais c'est déjà pas mal. Un très beau piano. Et Hervé Villard un soir. Hervé Villard un soir, il s'était gouré. Il s'était trompé d'adresse. Et donc là, c'est effectivement, vous êtes payé par Elf pour organiser les relations publiques de Elf, donc effectivement pousser Dumas à signer certains contrats ou à s'intéresser à certaines affaires. D'ailleurs, vous faites ça très gentiment, c'est-à-dire que vous dites dans votre bouquin, vous laissez les hommes parler, et vous êtes un petit peu comme ça, un peu en cuisine, vous attendez que les deals se fassent, quoi. Donc vous êtes vraiment au service de cette affaire. Oui, je suis au service, mais on ne me l'a pas caché au début. Ouais. J'étais là pour les aider. Vous étiez employé. J'étais là aussi pour organiser des dîners dans l'appartement que Elf m'avait mis à ma disposition, rue Robert Estienne, au début. Ouais, au début, et c'est vrai que ce que je faisais, c'était pas, je veux dire, c'était normal. J'organisais des. C'est un boulot comme un autre. Plutôt entremetteuse de la République, finalement. Oui, non. Mais le billeuse. À l'heure où nous autres Pékin, on nous mettait un contrôle d'échange et un carnet d'échange, un carnet de change pour traverser les frontières, ça vous choquait pas d'avoir un compte en Suisse? Vous savez, monsieur, vous avez un patron chez Elf. Vous rentrez chez Elf. Moi, je ne savais même pas ce que c'était des comptes en Suisse à l'époque. On vous propose un salaire payé de 11 000 francs en France. Et on vous dit, bon, c'est pas assez, parce que tu travailles beaucoup, donc on va t'en verser un en Suisse. Ah bon? Vous le refusez? Surtout quand vous avez des enfants. Là, à la télévision, devant les caméras, oui. Bravo, Laurent. Donc, là, vous racontez d'ailleurs, vous racontez ça dans le papier de Valdiguier du Parisien, enfin vous l'avez raconté cette semaine. Là, alors, il y a des images absolument extraordinaires. C'est Sirven qui fait, enfin Alfred Sirven qui fait sa tournée. Alors il a une voiture, et puis dans le coffre de la voiture, il y a une couverture, puis sous la couverture, il y a des billets de 500, enfin des liasses de billets de 500, et il distribue, quoi. Il livre, c'est comme le laitier, sauf qu'au lieu de livrer du lait, il livre des billets de 500. Et alors, vous ne dites pas, évidemment, aujourd'hui vous n'avez cité personne, vous dites qu'il y a 2 anciens ministres, il y a un premier ministre de gauche, donc comme on est là depuis, ils sont là depuis 80. J'en sais pas plus, je le dis dans mon livre. Alfred Sirven donnait toujours des trames, mais ne donnait jamais des détails. Trop prudent. Ouais. Il avait des tiroirs, il avait des codes, des choses comme ça. Donc, c'est un peu les choses que je suis pas complètement idiote. Je veux dire, j'ai pas vécu. Des noms comme ça. J'ai entendu des choses, je voyais bien qu'il se passait des choses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sors un peu de mes gonds, parce que d'abord, parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui ont touché. Thierry, j'apprends il y a quand même quelques semaines que mon patron Alfred Sirven n'a pas été recherché par la justice jusqu'à présent. Je veux dire, on m'a mis en prison, j'ai subi tout ce que j'ai subi, et j'ai cogné très fort. Donc j'apprends ça. Après, c'est vrai que cet acharnement de toute cette pression médiatique sans arrêt avec l'affaire Elf, Christine de Viégeancourt, l'affaire Elf, c'est vrai que là maintenant j'en peux plus. En plus là maintenant on me prend on me fait des scellés sur des garde-meubles parce que je déménage, on prend les affaires de mes enfants, on met les scellés sur des affaires de mes fils, des cadeaux de mariage. Non mais attendez, je crois que là c'est vrai, ça me dépasse. Vous êtes un peu le fusible, Christine, c'est clair, vous êtes le lampiste comme on dit. Surtout que vous avez quand même, il y a quand même eu dans cette affaire
4 milliards de francs distribués à 300 Il y a personnes. eu 300 personnes qui ont touché Ouais. 4 milliards de francs. Alors, on s'est apparu dans la presse, c'est pas nous qui le dévoilons ce soir. Donc, je veux dire, ça, il faut qu'on en parle, il faut que la justice fasse son travail. Il y a eu 44 ou 6 personnes qui ont touché, alors eux, vraiment des salaires fictifs dans mon dossier, qui sont tombés, la presse en a parlé, je dévoile pas le secret de l'instruction. Donc, ceux-là, on n'en parle plus. Je veux dire, ceux-là, ils n'ont pas été mis en examen, ils n'ont pas été mis en détention provisoire. Je veux dire, moi, ça suffit. Mais vous C'est avez parce marre que je d'être- suis ouais. une femme, alors il faut que je prenne... Je veux pas pleurer ici, on est là pour rire. C'est un peu ça quand même. Mais je veux Non, mais dire, c'est pas normal. Bien entendu. Donc, parallèlement à ce travail donc, de relations publiques pour Elf, vous tombez, enfin je ne sais pas si vous tombez amoureuse, c'est pas à moi d'en parler, mais vous vivez une love story avec Roland Dumas, qui est un peu votre Pygmalion, mais ça on comprend très bien, c'est un type formidable, très cultivé, qui aime la vie, qui... Ah ça, il vous a donné une instruction. C'est un Ouais. Pygmalion. Non, mais c'est vrai. Oui, mais vous avez raison, monsieur Dans les Ruquier. deux sens. Dans les deux sens du terme, absolument. Dans les deux sens. Oui, vous avez eu droit à La l'instruction. deuxième, je m'en serais passée. Absolument. Donc, il quitte quand même pas sa femme pour vous. Non, mais vous connaissez beaucoup de politiques qui quittent leur femme. D'hommes tout court. C'est vrai que j'avais Et qu'on 40 s'acharne ans. comme ça, Avouez c'est un que peu c'était dur. quand même difficile parce Ouais. que j'avais jamais connu ces milieux-là. J'avais 40 ans, j'avais les deux pères là, qui avaient lâché, j'avais mes deux clair. filles. C'est-à-dire que les mecs que Je vous veux avez dire rencontrés qu'on vous vont pas aider, propose ouais. un travail comme ça, Ouais. mais N'importe si quelle je femme l'avais pour pas élever ses enfants accepté, prend mais aujourd'hui je temps, me c'est dirais, sûr. mais t'as été une folle, c'est t'avais sûr. tes gosses et qui Tout ont à eu fait. un Je toit, il y a qui ont des eu à gens- manger. Je confonds toutes les affaires. Le cigare, c'est pas vous. Non. Non, pitié. Alors, il y avait quand même des moments d'ambiguïté dans votre relation, dans votre relation avec Dumas. Il y avait des moments d'ambiguïté parce que c'est vrai que bon, vous étiez sûrement amoureux l'un de l'autre. Enfin, puis il y a eu des photos dans Match qu'on a vues ou qui prouvent cette relation, Parle d'elle-même. qui parle d'elle-même Ce qu'on absolument. Vous êtes bien d'ailleurs tous les deux sur les photos. Merci. C'est agréable surtout de les voir sur le sable. Hein. Ouais. Et là, vous vous demandez, lui il vous dit de temps en temps. Est-ce que vous êtes là pour moi ou pour Elf Aquitaine? C'est-à-dire que c'est quand même une relation ambiguë en même temps, parce que lui, il sait bien que vous êtes... Vous savez que c'était un travail quand même. C'est vrai que je suis tombée amoureuse de Dumas. Peut-être qu'il aurait mieux pas valu, peut-être que ça ne nous aurait pas amené là. C'était plus facile en sachant, et tout le monde le savait, que j'étais l'amie de Roland Dumas. Et c'est vrai que tout était mélangé. Le travail, à un moment donné, tout s'est croisé. Et c'est vrai que Roland Dumas est un homme qui, comme beaucoup d'hommes, quand une femme est amoureuse, elle s'accroche. Souvent, elle en veut davantage. Et ce genre d'homme, il ne faut surtout pas téléphoner. Il ne faut La surtout technique pas avec montrer lui, c'est qu'on est ça, amoureuse. oui. Il faut surtout pas. Donc, c'est vrai que moi, j'avais une chance extraordinaire. Et je travaillais de plus en plus pour Elf Aquitaine. Quand Elf me disait, il faut aller le voir, merci mon Dieu, je pouvais aller le voir. Ça, c'était extraordinaire. Bien sûr. Donc, mais je l'ai payé très cher, tout ça. Une question, Patricia? Oui, ce qui me gêne, encore une fois, en tant que femme, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, c'est que vous dites, enfin, j'imagine que vous l'aimiez, parce que vous le dites très clairement, etc. Mais c'est en même temps, c'était lui faire des choses, toute cette pression, c'est en même temps un peu de la manipulation aussi. Comment Non, vous c'était- arriviez dans votre c'était tête pas de la à concilier manipulation, l'amour, puisque- l'intégrité, et puis Parce que toutes ces j'essayais de bien manipulations. scinder les choses. Et c'est vrai, la Mais preuve, c'est c'est dur que de quand faire ça. j'allais le voir, et que probablement, peut-être, il en avait assez de venir me voir en tant qu'Elf Aquitaine, peut-être qu'il avait envie que je vienne le voir en tant que Christine. Vous tout arriviez court. vraiment à Et ce j'arrivais en tant qu'Elf. Et souvent, des Ce qui fait- pompistes et tout, Parce alors que je trouve qu'il fait la différence entre le passé et le présent. C'est que les hommes sont devenus vachement plus lâches, beaucoup plus lâches. Oui. Avant, les rois, ils affichaient leur maîtresse et assumaient leur bâtard. Et aujourd'hui, ils couchent avec, en dehors du mariage, et Mais ils alors, n'osent pas Christine, l'assumer. Stéphane, Christine, elle est l'exemple même. D'ailleurs, on dit Sans toujours douteux. dans l'affaire Elf, le seul. C'est vrai, on dit toujours, dans l'affaire Elf, le seul bonhomme, c'est Christine de Viejoncourt. On m'a dit ça récemment. Oui. Mais c'est vrai. On m'a dit qu'il paraît qu'il y avait un homme dans Elf Aquitaine, c'était moi. Ça me Il y a fait deux choses sur rire. lesquelles on s'est focalisé, Mais c'est bien. sur lesquelles la presse s'est focalisée. Il y a effectivement vous et il y a aussi l'histoire des chaussures. Oui. La fameuse paire de chaussures à 11 000 francs. Oui. C'est vrai que ça impressionne les gens, une paire de chaussures à 11 000 francs. Marcher avec un SMIC à chaque pied, c'est énorme. Qu'est-ce que vous en C'était- pensez? Mais j'en D'abord, pense- ce qu'il faut dire, c'est que Non, Roland c'est Dumas vrai- a une infirmité. C'est d'une vrai jambe que plus ce courte sont que des l'autre. chaussures chères, mais c'est vrai Non, que mais c'est c'est vrai. pas de la simple coquetterie. Non, mais là c'est vrai. Non, mais Je sais- dites-le. là, je le dis parce Mais qu'on- dites-le parce que tout le monde. Mais bien non, sûr, dites-le. c'est vrai que Roland Dumas a, mais peut-être qu'il aimerait pas que je dise ça. C'est vrai qu'il a un problème. Il a fait une chute de ski à 30 ans. Ah, voilà, oui. Et il a pas voulu se faire opérer et il a un tibia qui s'est soudé comme ça. Voilà. Et il manque 5 cm. Voilà. Et au fil des années, ça. Et il claudie comme Talleyrand. Voilà. Et il souffre.
Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je T'as voyais... les droits, la comparaison, c'est juste pour ça ou Non, mais il y a plein de comparaisons. Non, mais Je c'est sais vrai que pas, Christine, le ministre des Affaires étrangères tous les deux. Christine Mais lui c'est a vrai offert qu'il- une paire de chaussures parce qu'elle voulait lui faire plaisir, parce qu'il avait une jambe plus courte. Non, pas lui faire plaisir. Je lui ai dit, il faut que vous alliez vous faire des chaussures. Alors, en bas de chez moi, il y avait qui faisait des chaussures sur mesure et qui a pu lui faire une forme, on prend la forme exacte, et lui faire exactement ce qui manquait et qui ne souffre plus. Voilà. Et il a commandé ses chaussures. Et le jour où il a fallu aller les chercher, il partait en voyage. J'accompagnais le voyage officiel. Le secrétariat m'appelle, me dit, oh, le ministre voudrait ses chaussures. Il avait des stations debout à faire et il les veut. Je passe chez c'était en bas. Et voilà. Et la carte bleue. Et la carte. Depuis, quand on parle du président du Conseil constitutionnel, on dit Roland Dumas et ses pairs. Il y a un rapport. Bon, on continue. Alors, donc, après, je vais vite affaire des frégates, parce que ça, on n'est pas là pour raconter l'affaire des frégates vendues à Taïwan. Vous touchez finalement, est-ce qu'elles ont été vendues grâce à vous, pas grâce à vous? On ne va pas faire ça. Il y avait à l'époque, effectivement, Françoise Sagan, par exemple, et c'est public, a influé sur le président Mitterrand à l'époque où on avait trouvé du pétrole en Ouzbékistan. C'est-à-dire, quand on est près des gens puissants, tout le monde essaye de les faire changer d'avis. Elle était même sur écoute, mais les types qui l'ont entendu sont en dépression nerveuse. Alors... Ils sont encore dans la séance de décryptage. Mais dans quelques années, on saura ce qu'elle a dit. On en fera un livre. Fais gaffe, elle a attaqué les guignols, Françoise Sagan. Oh merde, Alors, j'ai rien dit. bon, donc, vous touchez 45 millions, vous dites... Tu peux pas nous en donner un peu? Ben non, elle les a rendus. Si je Voilà. pouvais, oui. Vous les avez rendus? J'ai plus. Voilà, vous dites je les ai rendus et l'appartement de la rue de Lille... Je suis partie. Vous êtes parti, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, vous vous retrouvez... J'écris. Voilà, un deuxième roman. Voilà, un premier roman. Vous un avez deuxième dû livre. verser une caution de 1 million de francs 1 million pour pouvoir de francs. sortir de prison. Non, pas pouvoir sortir de prison. Je suis sortie de prison et on m'a donné 1 mois, après 2 mois, après on a repoussé à 3 mois. Et le 10 septembre, il fallait que je verse 1 million sous peine d'y retourner. Voilà. Et c'est vrai que j'avais pas les sous. C'est vrai que c'était la course contre la montre. Alors, j'ai écrit ce livre pour cette raison aussi. En même temps, pour dire qui j'étais, parce que les médias m'avaient tellement massacré que c'était pas possible de survivre à ça. Vous avez bien fait de faire le livre, parce que moi, avant de vous connaître, c'est vrai qu'au départ, j'ai écrit ce livre d'abord pour ça. Mais après, c'est vrai que ça m'a servi à payer la caution. Ok. Et puis... Et les anciens copains, ils vous aident, là, maintenant que vous êtes dans le pétrin? Mais pas du tout. Elle a lu des lettres en prison de gens des lettres anonymes où elle reconnaissait des détails qui prouvaient que c'était ses amis d'avant qui la balançaient. Non, j'ai plus... Je suis Ah non, mais très c'est seule. sur la nature humaine, c'est une leçon formidable. Dans des lettres anonymes qui sont tombées dans mon dossier, j'ai retrouvé des phrases. Et je savais exactement qui pouvait dire ça, des intimes. On avance. Alors, donc vous allez en prison. Là, effectivement, vous passez directement. C'est vrai que c'est la Roche-Tarpéienne est proche du Capitole, parce que c'est vrai que vous passez de la rue de Lille, de ce luxe, effectivement, à la prison. C'est terrible, quoi. Vous racontez, je ne vais pas le faire ici, parce qu'on n'est pas là pour faire Mireille Dumas, justement. Mais voilà, quoi, vous racontez, c'est vrai que on a essayé de vous casser pour vous faire parler, pour vous citer. Que mes avocats ont dénoncé, un chantage médiatique Voilà. pour me faire Oui, on a un essayé- chantage on a essayé de vous judiciaire, casser. pardon, excusez-moi, un chantage judiciaire pour me faire parler. Mes avocats m'ont dit que si j'avais dit des choses sur Dumas, je n'allais pas en prison. Bien entendu. Et donc, vous résistez. Alors, votre tension tombe à 6, vous perdez 12 kilos. On met votre fils en garde à vue. Vous résistez à toutes ces humiliations de la prison, ces gens, la lumière allumée, les gens qui vous regardent par l'œilleton. Enfin, je ne vais pas vous le raconter, parce que ça va vous enlever votre sourire. Vous êtes mieux quand vous souriez, comme moi. C'est des souvenirs difficiles. Ouais, voilà. Non, mais bon, ça, c'est dans le bouquin. Disons que c'est très pénible à lire et que ça a dû être effectivement encore beaucoup plus pénible. La détention, Ouais. de toute façon, qu'elle soit provisoire ou pas provisoire, c'est vrai qu'en sortant, je m'étais dit, je vais me battre pour ça, pour que ça se sache, dans un pays des droits de l'homme, qui est la France, qui se targue d'être le champion. Je dirais, il y a des choses que c'est honteux de laisser. Ouais. Mais bon, je peux pas dans la situation où je suis me battre, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Ouais. Si je peux, si j'en ai les moyens. Puis vous avez peur en prison. C'est-à-dire, un jour, il y a 2 types qui viennent. On Oui. vous dit, il y a 2 types qui sont passés. Vous dites, mais c'est qui les types qui sont Non, passés? c'est au moment du repas. Ouais. On ouvre la porte pour donner la gamelle et il y a la matonne et puis une co-détenue qui sert et c'est tout. Et là, je vois 2 messieurs habillés comme vous, non sans la cravate là, mais un peu comme ça. Donc habillé normalement, pas Oui. comme Ouais. Et Allez-y, puis Christine. ils ont regardé comme ça dans la cellule
Et j'ai trouvé ça très étrange. Et comme ma co-cellulaire avait plus l'habitude de la prison que moi, elle a été tout de suite très, très inquiète. Elle m'a dit, ça, c'est dangereux. Alors on s'est renseigné et effectivement, moi j'ai mené ma petite enquête. La prison m'a dit que c'était des gens qui étaient venus faire le devis d'une cuisine, des cuisines de Fleury. Et en fait, on a appris après que la cuisine était refaite depuis 2 ans. Donc je ne sais pas qui sont Donc ces ils venaient messieurs. pas vraiment pour rénover les non, cuisines. mais en tout cas, Ouais. c'est vrai que c'est un peu inquiétant, quoi. Bah oui, non mais de toute façon, c'est clair, aujourd'hui vous savez beaucoup de choses, ce qui vous Mais protège... je ne sais pas beaucoup Non, de choses. bah, Je bon. le dis dans mon livre, Alfred Sirvin donnait des trames, il ne donnait jamais les détails. Ce que je dis dans Le Parisien aujourd'hui, je ne peux pas en dire davantage. Je veux dire, j'ai pas les noms, j'ai pas assisté, moi. Mais de toute façon, le fait, vous pensez Mais je pas sais que ça existe, Oui, vous comme pensez tout pas le que le monde. fait d'être médiatisé vous protège d'une certaine façon? Je crois que oui. Est-ce que vous avez peur? Enfin, Oui. c'est une question très bête, très J'ai pragmatique. peur mais depuis 16 mois. Comment vous vivez ça? Parce que Je le vis très mal. Ouais. Mais je le vis, je suis là, il faut que je me batte, il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai mes fils qui comptent sur moi et sinon je ne serais pas ressortie de Fleury-Mérogis. Ouais. Vous avez pensé à vous suicider? Là-bas, oui. Plusieurs fois. Vous êtes un peu dans la situation de Marilyn Monroe qui savait tellement de choses que Vous les savez- Kennedy l'ont fait supprimer. Vous savez ce qui est terrible? C'est pas tant la détention. La détention, c'est une horreur. Mais ce qui est le plus dur, je crois, c'est que vous savez, on a la télé en cantine. Et on avait la télé dans la cellule. C'est de se voir un beau jour, Christine Devier-Joncourt, comme ça, en haut. Et vous prenez ça de plein fouet dans 8 mètres carrés, assis sur votre paillasse, comme ça. Elle dit, mais c'est pas vrai. En fait, c'était mon image qu'on avait pilée en 1000 morceaux. On reprenait ces morceaux comme un puzzle et on mettait, et je me reconnaissais pas. Ouais. Je crois que la pression médiatique en prison m'a fait encore plus de mal que la justice ou Ouais. la détention. Vous voyez, ça a été terrible parce que vous êtes là et vous pouvez pas parler, vous pouvez rien dire, que vous cognez contre les murs. C'est ce qu'on appelle le C'est lynchage terrible, médiatique. Ça c'est terrible. Ouais. Oui, mais en prison, Oui, le en prison, on lynchage peut pas, bien médiatique sûr. dehors, on Oui. peut aller parler. Bien Mais sûr. en prison, c'est une horreur, on peut Ouais. rien faire. En plus, ce qui vous énervait, c'est qu'on prenait des vieux bouts de films où vous ne Oh. vous plaisiez pas, genre un extrait, c'est pas que je me un extrait plaisais de l'heure pas, de mais vérité. J'avais oui. quoi avec mes lunettes noires, j'avais l'impression d'être, je sais pas quoi, c'était effrayant. Ouais. Vous voyez comment votre avenir là? Moi, je vois pas d'avenir, moi je gère au jour le jour. Ouais. Et pour l'instant, j'ai pas d'avenir. Vous savez, j'ai plus de liberté. Vous savez, je suis en. Vous n'avez pas le droit de sortir de J'ai un France, pas le droit contrôle de revoir Roland judiciaire. Dumas. Ouais. J'ai plein de gens que je dois pas voir. Bon, c'est vrai que je suis très encadrée, donc j'ai pas beaucoup de liberté. J'en ai une. C'est que le jour où j'en peux plus, j'arrête. C'est tout. C'est la seule que j'ai. Et j'en ai une deuxième. C'est à travers un roman que je suis en train d'écrire, mais qui est un roman, qui est une fiction. Je vais pouvoir parler un petit peu de choses, de caractère des gens, ça, c'est une liberté, parce que là, c'est vrai que là, c'est c'était pas mal, hein. Christine Devier-Joncourt. Oui, mais là, j'ai envie de parler, d'être un peu plus Ouais. libre. Ouais. Et les hommes? Ben justement, je vais parler des hommes. Donc merci en tous les cas de votre franchise et bravo pour votre courage. Moi j'étais très ému par la lecture du bouquin. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.